Le journal en direct et en public, et on va essayer de comprendre avec vous, Stéphane Paoli, un mot que je vous avoue que je viens de découvrir, la zététique. Ah oui, c'est un joli mot, zététique, qui recouvre un enjeu passionnant, l'art du doute. Le poète Lautréamont disait une chose magnifique à propos de ça. Le doute est un hommage rendu à l'espoir. Et donc, pour ce 3D, des jeunes enseignants en mathématiques, en physique, en géopolitique, avec lesquels nous allons échanger sur cet enjeu passionnant, celui du doute. 3D. 3D. Le journal de Stéphane Paoli. France Inter. Alors pour évoquer, est-ce que nous parlerons de la zététique ou parlerons-nous peut-être plutôt de l'autodéfense intellectuelle? C'est eux qui vont nous dire, et peut-être ont-ils une préférence pour l'un ou l'autre mot ou formule. Nous en parlerons avec vous, Guillemette Reviron, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence, docteur en mathématiques, cofondatrice du Cortex, ça veut dire collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et sciences. Vous êtes aussi chargée de cours en autodéfense intellectuelle à l'Université de Montpellier et intervenante à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault. À vos côtés, Denis Carotti, bonjour. Bonjour Stéphane. Professeur de sciences physiques dans le secondaire à Marseille, cofondateur vous aussi du Cortex, formateur pour enseignants dans les académies d'Aix-Marseille et Grenoble sur la thématique sciences, esprit critique et autodéfense intellectuelle. Et puis Idriss Aberkan, bonjour Idriss Aberkan. Bonjour Stéphane. Vous êtes professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'école centrale et vous êtes chercheur à l'école polytechnique et affilié à l'université de Stanford. Alors, l'art du doute, la zététique, j'ai 1000 questions à vous poser, importantes pour un journaliste, parce que pour les journalistes en général, le doute, c'est quelque chose évidemment non seulement de nécessaire, mais quelquefois de salutaire. Mais ma chère Aurore, bonjour Aurore Vincenti. Bonjour. Un mot peut-être pour commencer, lequel? Si je vous dis sceptique, est-ce que vous êtes dubitatif, cher Stéphane? Non, allez-y. Vous devriez être dubitatif. Quand on est sceptique, on est forcément un peu dubitatif, mais allons-y. Alors, sceptique est un nom et un adjectif. Lorsque quelqu'un est sceptique, on dit de lui ou d'elle que c'est un ou une sceptique. Et soyons honnêtes, dans le langage courant, le sceptique est ce qu'on appelle un emmerdeur. Bah oui, vous voyez bien cette situation où vous expliquez quelque chose à quelqu'un et il vous répond « Ah, écoute, je sais pas, honnêtement, je suis sceptique ». Alors là, pour vous rassurer, vous vous dites « ce type est toujours dans la contradiction », mais au fond, ça vous fait pas plaisir. Le sceptique remet toujours tout en question, il ne cesse de pinailler. Mais j'ai bien dit qu'il s'agissait des connotations contemporaines du terme, dans un contexte très quotidien. Et puis en plus, je n'ai pas peur d'offusquer nos invités, puisqu'ils ne sont pas sceptiques, mais zététistes... Zététiciens, d'accord. Et zététiciennes. Et zététiciennes. Bon, c'est un nom un peu compliqué quand même. Moi, je suis tombée dessus au sujet de l'émission. Je ne l'avais jamais vu avant, je ne le connaissais pas. J'ai même cherché dans l'ancienne version du Robert historique de la langue française, pas celui-ci qui est plutôt récent, j'en ai une autre. Il n'y est pas. Mais dans celui-ci, il apparaît, donc on est content. Mais je ne suis pas là pour vous parler de zétètes et zététiciens, mais de sceptiques, puisque vous allez nous parler de zététiciens après. Le lien entre zététique et sceptique est simple, a priori. Les zétètes sont des sceptiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Et on commence avec un monsieur qui vécut à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Son nom était Pyrrhon d'Hélice, père fondateur du scepticisme. Enfin, là encore, il vaut mieux douter de tout. Si ça se trouve, c'était sa femme, à ce brave Pyrrhon, qui avait tout pensé, ou son meilleur pote, à qui il aurait tout chouré, le concept, la philosophie. On arrête les bêtises. Et pourquoi, après tout? Doutons, ma chère. Bon, on ne va pas se lancer dans un cours en ondes sur le scepticisme, mais posons tout de même quelques idées clés. Il s'agit d'une philosophie du doute qui préconise de suspendre son jugement. Le doute et l'examen critique jouent alors un rôle de puissance exploratoire qui permet de connaître sans s'enfermer dans des certitudes. Mais voilà, c'est moi qui l'ai écrite cette définition. J'ai eu un peu les jetons parce que comme je ne suis pas lexicographe, je me suis dit, oula, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Je suis ni philosophe, ni lexicographe, je viens d'inventer un truc. On finit comme à l'arrêt, hein. Bah, c'est ça. Écoutez, franchement, c'est une belle fin. Hein. Ah bah, d'abord, elle n'est pas finie. Bah non. Vous m'avez dit, on finit comme à l'arrêt. Ne me faites pas dire que je vais finir à l'arrêt. Bon, non, mais là, il faut que je sois sérieuse. Mais si nous allons voir du côté de l'étymologie, parce que ça, c'est très intéressant. On obtient une définition simple qui relie deux choses, l'œil et la pensée. Le verbe grec skeptestai
signifie observer, considérer. Il est issu d'une racine indo-européenne, skep ou skop, qui veut dire regarder et qui a donné télescope, mais aussi spectacle par exemple. J'en reviens à ce regard. Le mot nous dit qu'il faut observer, nous mettre en retrait pour voir d'une part, mais pour tâcher de comprendre. L'œil joue le rôle d'un prisme entre nous et le réel. Et le sceptique accorde une importance toute particulière à cette action d'observer qui le retient de juger ou de préjuger. Et après, me direz-vous, on peut s'enfermer dans son regard. On peut passer sa vie à regarder par la fenêtre et ne jamais sortir de chez soi. Et voir cette suspension du jugement comme une fin à part entière. C'est une critique adressée aux sceptiques. Mais au fond, le mot sceptique insiste sur cette étape-là de la démarche, comme une mise en garde. N'oubliez pas de regarder, n'oubliez pas de douter. Après, agissez. Et au fond, c'est ce que Descartes fait ou faisait. Il s'assurait de la solidité des fondations de tout ce qui était édifié. Il doutait, questionnait et d'une certaine façon démontait tout pour reconstruire. Il ne s'agissait pas simplement de poser un regard destructeur sur le monde, mais de le dénuder pour l'habiller ensuite d'une nouvelle lumière. Il y a eu de si beaux esprits qui étaient dans cet état d'esprit, pardonnez la facilité, mais le que sais-je de Montaigne relève un peu de ce que vous venez de dire aussi, Aurore. Et puis, Caroline Cartier, qui n'a pas voulu non plus s'éloigner de cet espoir magnifique qui est porté par le doute, pour reprendre un peu Lautréamont. Le doute. Attention, question. Le doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Esprit critique, es-tu là? Nous devons dire qu'ici, la République aime tous ses enfants et ne laissera personne mettre le doute dans ce que peut être la République. Esprit critique. Qu'il s'agisse de vol ou de profanation, 206 cimetières chrétiens, 6 cimetières juifs et 4 carrés musulmans ont été vandalisés l'an dernier. Qu'en dis-tu? Esprit critique. Qu'en penses-tu? Ces mouvements de haine sont-ils à mettre dans la catégorie du mimétisme des crétins? Après le cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin, de nouvelles profanations ont été constatées à Tracy-sur-Mer dans le Calvados, Saint-Béard dans la Haute-Garonne, mais aussi Issoudun dans l'Indre et Chaland en Vendée, avec des dizaines de crucifix renversés ou retournés. Mettre le doute. Le doute. Attention. Question. Qu'est-ce que ça veut dire? Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. Esprit critique, es-tu là? Monsieur Hollande a menti. 49.3. Il ment le matin. Il ment Qu'en à est-il midi. vraiment? Il ment le soir. Qu'en dis-tu? Il ment à la Que gauche. vois-tu? Il ment aux Français. Le doute. Et regardez ça. Le doute. Attention. Question. Le doute. Attention. Question. Je suis ému de nous voir comme ça, tous ensemble contre cette haine, contre ces crimes commis ici au Danemark, mais aussi à Paris. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque soudainement, des tirs par dizaines la panique, puis le silence. Esprit critique, es-tu là? Le caméraman a entendu le coup de départ du mortier. Il cherche précipitamment un abri, il se jette dans un fossé. À quelques dizaines de mètres, l'obus a explosé sur un pipeline. À minuit, le cessez-le-feu était censé commencer. Et regardez ça. Es-tu là? Qu'est-ce que ça veut dire? Le doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Grande question, mine de rien, qu'est-ce que ça veut dire? Denis Carotti, professeur de sciences physiques, cofondateur du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences. Ce qui me frappe, c'est que vous êtes tous les trois, Idriss Aberkane, Guy Maître-Viron et vous-même, très jeunes. Vous êtes tous les trois enseignants. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser avant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui, tout à coup, pousse une génération comme la vôtre à dire, attendez, là, on pose un peu et on réfléchit, mais on doute. On doute pour comprendre. Oui, la question est vaste. Je crois que chacun est venu à la zététique, ou en tout cas au scepticisme, par différents moyens et par différentes voies. Je vais parler juste en mon nom, mais en tout cas, je pense qu'on a tous été perdus, peut-être, à travers notre éducation, le manque de moyens, on va parler d'autodéfense intellectuelle, le manque d'outils
dont on avait pu, en tout cas, bénéficier pour essayer de juger de tout type d'affirmation, en fait. Et par exemple, moi, en physique, c'était assez simple. On me parlait d'astrologie. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'étais incapable d'appliquer les outils que normalement dont on doit disposer grâce à la méthode d'analyse, appelons-la démarche scientifique, pour essayer de juger de la pertinence de ça. Et ça, c'était assez frustrant, en fait. Comment pouvait-on arriver à essayer d'expliquer? Il y avait cette envie aussi d'expliquer, de donner les outils. Moi, j'en étais incapable. Il a fallu donc se former. Il a fallu donc aller trouver des personnes qui étaient capables aussi de m'enseigner ces outils pour me défendre intellectuellement et pour aussi ensuite les répercuter et être capable de donner à chacun les moyens de faire ses choix en connaissance de cause. Parce que, évidemment, il n'y a rien de prescriptif dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Il y a cette idée que l'art du doute n'est pas quelque chose qui va donner, qui va obliger les gens à croire ce que nous l'on croit, mais au contraire de dire, voilà, vous voulez croire, croyez, mais faites-le avec les bons arguments, faites-le avec des raisons en tout cas. Et quand on va vous exposer peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues, vous aurez peut-être les moyens de juger par vous-même. Mais je reviens à cette jeunesse magnifique qui vous habite tous les trois. Moi je dis zététique, Aurore s'interroge sur les mots zététiques, et vous dites autodéfense intellectuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vous dites autodéfense, considérez-vous que les générations qui vous ont précédé avaient peut-être perdu cette posture, cette façon d'interroger la réalité pour essayer de comprendre ce qui se passe? On ne fait pas de l'autodéfense par hasard. Quand on y arrive, c'est qu'il y a bien un problème qui se pose quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot autodéfense intellectuelle? Je crois qu'au départ, c'est tout ce qu'on vient d'entendre en fait dans les extraits qu'on a vus, c'est l'enjeu du quotidien. On vit avec des personnes. Comment peut-on nous-mêmes trier dans ce flot d'informations que l'on reçoit? C'est ce que je dis aux élèves. Je leur dis, vous prenez votre téléphone portable, on en discutait tout à l'heure, vous avez accès à toutes les informations que vous voulez. Comment, par contre, allez-vous faire le tri? Comment allez-vous vous positionner par rapport à tout ça? Alors, est-ce que les anciennes générations n'insistez pas dessus, j'avoue que j'ai pas assez de recul, et comme dirait Piron, je suspends mon jugement là, ne pouvant pas vous répondre, mais oui, vous allez-y bien sûr, Guy Maître Viron, si vous avez envie d'intervenir. Oui, alors je voulais juste dire, il faut peut-être un peu se méfier des apparences, parce qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas si jeune que ça. Oh, vous êtes dur avec vous-même là. Je sais pas à partir de quand on est plus jeune, on peut en discuter, mais donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le mot zététique, par exemple, on l'a repris de la personne qui l'a remis au goût du jour, qui s'appelle Henri Brock, et qui aujourd'hui part à la retraite. Donc voilà, on s'appuie aussi sur les générations passées. Le terme d'autodéfense intellectuelle, pour ma part, alors je ne sais pas si c'est lui, mais Henri Brock, professeur de physique, non, si ma mémoire est bonne, oui, à Sophia Antipolis. À Sophia Antipolis, tout à fait. C'est le premier à avoir monté un laboratoire de zététique universitaire à Nice. Et les cours sont repris aujourd'hui par d'autres à Nice. Et sinon, y a le terme d'autodéfense intellectuelle, je disais, moi je l'ai entendu dans la bouche de Noam Chomsky, oui. Et donc qui n'est pas tout jeune non plus, donc un grand intellectuel. Et qui, comme Aurore, un peu plus qu'elle même, s'interroge toujours beaucoup sur le langage et la portée du langage, évidemment. Tout à fait, sur la fabrique du consentement et sur la politique impérialiste des États-Unis, etc. Donc oui, on n'invente rien en fait. On reprend, on regroupe du matériel pédagogique, intellectuel, mais on s'appuie vraiment sur les générations passées qui ont beaucoup travaillé. Oui, mais enfin c'est pas là aussi, ça n'est pas indifférent de voir apparaître tout à coup une sorte de courant qui va en gros de Grenoble à Montpellier, en passant par Marseille et probablement ailleurs, où quelque chose s'organise et vous dites vous-même que vous êtes un collectif. C'est-à-dire qu'il y a une pensée en réseau aussi qui s'organise à partir de cet enjeu du doute. Ça a été l'objectif en fait de la création de ce collectif. C'est-à-dire que comme l'a rappelé Guillemette, on a été formés, on s'est tous un petit peu en quelque sorte aguerris auprès de notamment Henri Brock qui a été un des premiers à mettre en œuvre cet enseignement assez clair de ce qu'on appelle esprit critique, démarche scientifique, zététique. Regrouper toutes les ressources, toutes les personnes qui, dans leurs enseignements, étaient capables, faisaient de parler d'esprit critique. Ça a été notre but premier. C'est-à-dire qu'on était tous éparpillés. Comment pouvions-nous fédérer toutes ces personnes-là qui, comme vous l'avez dit, dans plusieurs villes de France faisaient déjà ça, peut-être parfois sans le savoir. Guillemette disait,
On met des mots parfois sur certaines choses, c'est vrai, mais les personnes font ça. Il y en a beaucoup. Des enseignants, le site du Cortex est rempli de ces ressources pédagogiques que l'on tente de regrouper quand les personnes nous en font part et quand ils veulent bien nous raconter ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est intéressant dans cette posture générale qui est la vôtre, pour reprendre le mot scepticisme qu'Aurore nous présentait en début d'émission, c'est un scepticisme provisoire. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre et vous rentrez dans la matière des choses ou des questions pour justement arriver à leur réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, elle a dit deux choses, je pense, Aurore, qui m'ont parlé, c'est, au moins. C'était d'abord le fait que le doute était un moyen et que pour exercer ce doute, non comme un moyen, il y avait une technique, une démarche qu'il fallait tenter d'appliquer. Le doute n'est pas une fin, en fait. Et c'est ça qui est important, je crois que vous l'avez bien souligné. On se sert du doute pour aller examiner, skeptikos en grec aussi, c'est ça, c'est examiner, vous avez dit observer. Alors, allons examiner les propos des personnes qui nous parlent. Allons examiner les affirmations. Essayons de savoir si ce que l'on a en face de nous, c'est plutôt réel ou c'est plutôt faux. Et pour faire ça, on est obligé de parler de science. Parce que qu'est-ce que la science si ce n'est cette démarche intellectuelle qui permet finalement de dire des choses les plus vraies possibles sur le monde qui nous entoure. Alors évidemment, ce n'est pas la seule qui permet de dire des choses sur le monde qui nous entoure, mais elle a été forgée pour arriver à faire ça. C'est la seule démarche autocorrectrice qui arrive à justement enquêter. Je crois que le mot enquêter, il est parfaitement adapté sur ce qu'on fait tous en réalité, pour à un moment donné pouvoir trancher entre ce qui est plutôt vrai et ce qui est plutôt faux. Mais cette autodéfense, c'est une tâche immense, parce que vous êtes soumis à une pression effrayante. Il faut d'ailleurs qu'on se mette peut-être un peu en cause aussi, Aurore, celle des médias. Oui. C'est-à-dire du flot continu, oui. De l'image continue, oui. Des mots continus, des idées continues et quelquefois qui ne sont pas mises en perspective, tout ça sans arrêt. Oui. Comment vous faites avec ça ? Je vais peut-être revenir sur le principe en fait de la zététique et je vais revenir aussi à la définition. Quand Henri Brock a essayé de réintroduire ce mot zététique qui avait plus ou moins disparu de la langue française, il avait pour objectif de se détacher de la connotation assez péjorative du mot scepticisme. Il faut savoir que le mot sceptique, il est utilisé dans le monde anglo-saxon pour désigner à peu près le même courant de pensée et les actions des divers sceptiques donc dans le monde entier. En France, c'est plutôt zététique. Pourquoi ? Donc pour se détacher de la connotation négative. Henri Brock, dans ses enseignements, remarquait que parmi tous ces étudiants, il y avait quand même parmi eux beaucoup qui continuaient à adhérer, à croire à ce qu'on pourrait appeler les phénomènes paranormaux, les pseudosciences, alors qu'ils étaient en cours de sciences. Donc la question que s'est posée Henri Brock légitimement, c'est alors j'enseigne normalement une méthode qui permet de faire le tri entre ce qui est plutôt vrai, entre ce qui est plutôt vrai et plutôt faux. Or, mes étudiants continuent à adhérer à des choses qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas fait la preuve de la résistance. Eh bien, il a retourné la chose, en fait. Il s'est dit, et si, justement, pour apprendre cette méthode, je n'utilisais pas les phénomènes étranges et bizarres, surnaturels, pour décortiquer, pour apprendre à mener l'enquête, pour apprendre à détecter les biais de raisonnement, pour apprendre à mener cette démarche expérimentale, parfois, parce qu'il faut tester ce que l'on a en face de nous. Attendez, est-ce que je comprends bien ? C'est-à-dire que vous, le prof de physique, oui. À un moment donné, vous vous dites, bon, alors allons-y à fond dans l'astrologie. C'est exactement ce que je fais avec moi. Je suis Scorpion, je suis pas un méchant qui a une queue qui pique et ça va mal finir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous me répondez quand je vous dis ça ? C'est exactement... On rigole. On rigole beaucoup. Je pourrais reprendre l'exemple. Sur la démarche, c'est initialement ça, c'est donc effectivement s'intéresser, enquêter, avoir un regard critique sur ces phénomènes étranges, pour arriver dans un contexte qui est plutôt, alors à la fois je dirais le mot sexy parce que ça intéresse les élèves et les étudiants, mais aussi parce que c'est un moyen assez vertueux d'arriver à parler de choses complexes parfois, parce qu'elles nous remettent en question. Or, d'arriver à en parler sur des choses qui sont peu engageantes en réalité. Quand on va parler d'astrologie, bon, on peut tomber sur des personnes qui sont très très impliquées, mais c'est rare. Donc on va pouvoir apprendre cette technique, cette méthode de décortiquage, d'analyse critique, pour la transposer plus tard, et c'est pour ça qu'on va l'étendre, et on va plutôt sortir du champ de la zététique, qui était initialement cette méthode d'investigation des phénomènes étranges, à tout ce qui est pédagogie critique, apprentissage de la démarche, pour l'appliquer à tout type d'information, du moment qu'elle se revendique disant quelque chose sur la réalité. Quand un homme politique va nous dire, voilà la politique qu'il faut conduire parce qu'elle va fonctionner, il a une prétention de type scientifique en fait. Quand un économiste nous dit, moi, ce que je vais proposer là, c'est quelque chose qui va fonctionner. Lorsqu'un thérapeute nous dit, je vais vous soigner, c'est la même chose en réalité que lorsqu'un astrologue nous dit, ce que je vous dis va arriver. Quelles sont les techniques qui nous permettent de décortiquer ça et d'analyser ? Et là encore, le vaste programme, comme disait naguère le général, dans une société où même la politique, la parole politique,
est soumise à la mise en perspective par des spin doctors qui font en sorte que le discours politique réponde au fond à une sorte de demande collective qui soit très normée, qui soit très lisse, la zététique devient peut-être une nécessité. Je comprends mieux, du coup, votre posture d'autodéfense intellectuelle. Bien sûr. Je crois que c'est, en tout cas comme le rêvait Noam Chomsky, on essaie tant bien que mal de l'exercer nous aussi, cet enseignement de l'art du doute, l'art en tant que, on l'a peut-être pas précisé, qu'ensemble de techniques qui permettent d'exercer son jugement critique. On essaie de l'exercer dans des domaines qui peuvent paraître parfois très éloignés. Je parlais des phénomènes paranormaux, et puis on a des cours d'enseignement sur les sciences et pseudosciences politiques, par exemple à Grenoble. Le cours de Richard Monvoisin, qui regroupe plus de 800 étudiants par an, parle effectivement de zététique et d'autodéfense intellectuelle, parce que c'est au cœur du processus intellectuel de démarrer, et c'est comme ça que nous on le vit, dans la forme de ces phénomènes étranges, surnaturels disons, et de les étendre à tout ce qui est peut-être aussi du quotidien, sciences politiques, sciences économiques, thérapie alternative, qui nous touchent certainement plus peut-être que certains phénomènes étranges. Mais cela vous permet-il aussi de comprendre pourquoi nous sommes à ce point tant sensibles à ces phénomènes étranges ? Pourquoi nous sommes tellement attirés par ces théories, et pour certaines d'entre elles complètement délirantes, mais qui néanmoins trouvent un écho en nous ? Qu'est-ce qui nous arrive quand on fait ça ? Je crois que c'est, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, les biais cognitifs et les biais de raisonnement qui nous permettent parfois d'adhérer à certaines de ces pratiques, mais comme à n'importe quel type de discours en réalité, sont à peu près les mêmes pour nous tous, on n'est pas immunisé contre ça, et donc d'arriver à les détecter, peut-être Guillemette tout à l'heure l'évoquera, mais quand j'entends par exemple une étude qui va me dire jouer aux jeux vidéo entraîne plus de dépression chez les adolescents, tout de suite en moi, je me dis tiens, c'est une corrélation qu'ils ont détectée, mais est-ce que c'est forcément une causalité ? Et puis dans quel sens elle va, cette causalité ? Est-ce que c'est pas le fait d'être plutôt déprimé qui conduit à jouer aux jeux vidéo ? Et cette sorte de tamis qu'on va exercer sur les informations que l'on reçoit, c'est celui qu'on travaille en fait dans ces cours-là, qu'on essaie de travailler, et qu'en fait les collègues travaillent au quotidien. Ils font ce que je disais sans le savoir. Donc quand on leur dit, t'as vu, tu parles de corrélation et de causalité, très bien, dis-nous comment tu fais, quels exemples tu prends. Je pense que Guillemette reviendra tout à l'heure. C'est les biais, en tout cas, qui nous amènent à continuer à adhérer, sont complexes. J'imagine. Mais une question encore de Nika Roti, qui est celle-là, pas complexe, mais difficilement contournable. Nous sommes dans le temps de la vitesse. Les outils que nous utilisons sont des outils de la vitesse. Internet et les réseaux sociaux ne cessent d'accélérer. Or, ce doute dont vous nous parlez si bien, demande du temps. Oui. Et c'est une temporalité différente. La réception d'un phénomène, il m'arrive de citer quelquefois le cas du Concile de Trente, près de 5 siècles de réception. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce que ça change ? Et nous sommes désormais dans la culture Google. Toute question posée a sa réponse immédiate. Comment on insère le doute là-dedans ? Méthodologie d'enquête. Alors, vérifier les sources de l'information. Finalement, on va parler du travail journalistique aussi. Bien sûr. Vérifier la source de l'information, confronter les sources d'information, qui parle, de quel endroit on parle, vérifier les liens d'intérêt. Premier travail, en fait. On ne peut pas baser une recherche si les informations que l'on possède ne sont pas sûres, en tout cas si on n'est pas allé les vérifier. Deuxième temps, essayer de confronter ces affirmations avec un test peut-être expérimental, car en réalité, c'est pour ça qu'on parle de démarche scientifique. Tous ici, on pourrait raconter n'importe quoi sur la réalité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que je raconte et ce que vous allez raconter, si ce n'est la confrontation avec la réalité ? Je prenais l'exemple, on en parlait tout à l'heure avec Guillemette. Hier, j'étais en famille et on discutait d'une affirmation assez simple que j'ai pas relevée parce que souvent, comme on disait, sceptique, c'est aussi parfois un peu pénible, même au sein de sa famille. Une affirmation aussi simple que de dire les garçons ou les filles, qui dessinent le mieux ? Les filles dessinent mieux que les garçons. Très bien. Sur quoi constatons ? Est-ce qu'on constate ça ? Et comment pourrait-on le constater ? C'est pas si simple. Comment va-t-on juger si un dessin il est plutôt bien fait ou mal fait ? Ça, c'est le propre d'une expérimentation scientifique. Quels sont les paramètres que l'on va vérifier, que l'on va tester ? Comment peut-on être sûr qu'on n'est pas en train de vérifier ce que l'on croit déjà, qu'on confirme en réalité nos attentes ? Le fait de voir un joli dessin, plus souvent on va confirmer que c'est bien une fille, sauf que quand c'est pas très bien, on va dire oui, mais celle-là, c'est pas vraiment une fille peut-être, ou elle ne dessine pas très bien celle-là, mais les autres en général, elles les dessinent bien. Et du coup, on commence à induire la théorie du genre dans le débat. Voilà, de rien. Ça, c'est exactement ça. Voilà, ni vu ni connu. Mais... J'insiste, c'est cette transposition en réalité quand on dit
quand on a des affirmations de type raciste, en réalité, elles sont en général fondées sur ce qu'on a pu constater nous, mais qui sont certainement des biais de raisonnement. Par exemple, j'ai vu peut-être tel type de personnes procéder à tels actes, et donc j'en déduis que toutes ces personnes-là commettent ce type d'actes en général. Il y a eu des débats politiques, on en parlera dans un instant d'ailleurs avec Guy Maître-Viron, mais des débats politiques surréalistes là-dessus, à partir de chiffres dont on se demande d'ailleurs ce qu'ils signifiaient et où ils étaient pris. Aurore, quelques mots là En fait, il y en a une quinzaine que j'ai relevés, donc je vais en choisir 2. Un que vous avez répété à plusieurs reprises, c'est le verbe enquêter, qui m'a bien plu et qui vient avec un autre que vous avez dit au tout début, expliquer. Bon, alors enquêter, il y a ce préfixe in en en, ça vient du latin in, à l'intérieur. Donc on va chercher la quête, quêter, on va chercher, mais même demander, quérir, s'enquérir, quêter, tout ça c'est la même famille de mots. Donc on va demander à l'intérieur, on va aller fouiller à l'intérieur. Et là on tombe sur un sac de nœuds, qui est celui de l'explication, puisque dans l'explication, on a le mot pliquer, c'est le même que dans complexe, plexus, perplexe. Eh bien ce plexus, c'est littéralement un entrelac, une espèce de boule de nœuds. Et donc, quand on explique, on va mettre la main dans le sac de nœuds et on tire sur les fils pour les faire sortir, pour déplier, pour détresser. Alors après, on pourrait aussi revenir sur une explication plus deleuzienne où il parle, lui, non de plexus, mais de pli. Et donc, dans l'explication, il y aurait comme une feuille pliée et donc on déplie progressivement pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché, ce qui n'est pas accessible a priori, à première vue, je vais dire. Et pour expliquer, pour dénouer et délier tous ces nœuds, justement, on rentre en compte cette fameuse idée de la temporalité que vous avez mise en avant, Stéphane, qui est si importante parce que c'est tellement noué qu'il faut du temps. Bien sûr, oui. Mais c'est là aussi où se trouve cette complexité si souvent évoquée ici et là, et notamment, encore une fois, par Edgar Morin, on a fait des thèses et des thèses de cette forme de complexité où tout bouge en même temps et où la grille de lecture devient très difficile, bien sûr, et souvent improbable. Alors vous, Guy Maître-Viron, ce qui est vraiment très intéressant, docteur en mathématiques, vous n'êtes pas simplement cofondatrice du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences, mais aussi docteur en mathématiques. Y a-t-il, vraiment je vous pose une question de candide, mais pour de bon, le langage mathématique, la forme mathématique, permet-elle mieux de répondre aux questions qui se posent à nous aujourd'hui? Y a-t-il moins de doutes dans ce champ-là qu'ailleurs? Ou y en a-t-il autant? Ouh là là. Alors j'ai plutôt parlé de la manière dont les chiffres sont reçus. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va asseoir un discours, quand on va avoir l'air très intelligent, c'est bien de maîtriser la langue de bois et c'est bien aussi de maîtriser, de sortir de son chapeau 2-3 chiffres par-ci par-là. Et tout d'un coup, on a l'air d'avoir bien compris, bien cerné la situation. Et en face, tout le monde se tait. Je veux dire, sortir un chiffre, c'est presque aussi fort que de sortir un diplôme de docteur en maths comme argument d'autorité. À partir du moment où quelqu'un sort un chiffre, plus de contradiction. C'est assez terrible. Je trouve que c'est assez terrible. Et il y a un gros travail à faire pour décomplexer, en fait, tout comme on peut le faire avec la langue de bois, d'apprendre aux gens que c'est pas parce qu'on sort un chiffre qu'on est intelligent. Je vous en donne un, par exemple. Je vais peut-être vous étonner, mais il y a un grand lobby, un énorme lobby de l'industrie des sous-vêtements. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais pourtant, les sous-vêtements, c'est très dangereux. Porter des sous-vêtements, c'est très, très dangereux. La plupart des gens qui ont un cancer des testicules portent des sous-vêtements. Je vous assure, Stéphane Paoli, personne n'en parle jamais. Ouais. Vous pouvez, si vous voulez, mesdames et messieurs, commencer à évacuer le studio un par un. Et on devrait peut-être s'en sortir, mais c'est même pas sûr. De cancer des testicules. Oh, c'est formidable. Donc, j'ai eu un moment de doute. Vous avez un moment de doute. Non, mais sauf que, attendez, on rit, mais malheureusement, vous nous racontez quelque chose qui a été dit et qui a trouvé un écho. Alors, évidemment, si je transpose le discours, on peut avoir Monsieur Stéphane Paoli, il y a vraiment un problème avec l'industrie du téléphone portable. La plupart des gens qui ont un cancer du cerveau... J'étais foutu, là. La plupart des gens qui ont un cancer du cerveau avaient un téléphone portable. Ouais. Oui, et là, ça sonne tout à fait, tout d'un coup, complètement différemment. Et on se laisse embarquer, en fait. Et malheureusement, quand j'ai commencé
J'ai toujours été très en colère quand j'ai remarqué que ma passion pour les mathématiques était loin d'être partagée par tout le monde. J'étais très en colère vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'abus de faiblesse mathématique. Et je me disais, oh là là, tous ces gens qui partagent pas ma passion, les pauvres, ils sont vraiment vulnérables vis-à-vis des chiffres. Et donc j'avais un peu cette attitude condescendante, mais qu'on a tous. Je veux dire, aujourd'hui, on entend parler d'esprit critique sans arrêt, on dit les journalistes dans les médias, etc. Mais vous savez, les jeunes des banlieues, les détenus, ce serait bien de leur en faire un peu plus. Je peux peut-être transmettre un message, même si j'ai pas été mandatée pour ça par les détenus que je rencontre. Mais ils disent la même chose. Ils disent, oh là là, tous ces journalistes, il ferait bien d'avoir un peu plus d'esprit critique. Et donc, en fait, tout le monde est d'accord pour que les autres s'outillent. Et nous, on est d'accord avec tout le monde, parce qu'on pense que tout le monde doit s'outiller. Et j'ai beaucoup évolué là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré ma très longue formation en mathématiques, je me fais encore avoir par des discours comme ça. Et donc régulièrement, je tire des exemples sur lesquels je me suis fait avoir. Il a fallu que je me les fasse expliquer. Voilà, j'ai lu quelque chose. Et puis je raconte aux étudiants comment je me suis fait avoir aussi. Et je crois que c'est se croire fort vis-à-vis des chiffres, ça nous rend vulnérables. Mais moi, les mathématiciens ont toujours quand même des systèmes des protocoles de pensée, d'analyse, de réflexion qui sont solides, qui sont bien faits, qui sont robustes. C'est un mot que vous utilisez, je crois, en mathématiques. Et vous avez des principes, vous, les zététiciens. Alors, on va en lister quelques-uns parce que je les trouve vraiment intéressants. On a tous droit au rêve, mais ce droit au rêve implique une nécessité de vigilance. Un devoir de vigilance. Devoir de vigilance. Et ce devoir-là, vous, en tant qu'enseignante, et aussi en prison, quand vous êtes en tôle avec les taulards, comme vous dites... Ah, je ne dis pas les taulards. Vous ne dites pas les taulards. Peut-être qu'ils s'appellent comme ça. Oui, je sais pas. Souvent, ils parlent d'eux comme ça aussi. Vous leur parlez de quoi, au fond? Vous leur dites quoi? Alors... j'y vais déjà pour animer un atelier d'analyse des médias. Quand j'ai débarqué là-bas, je me disais, je vais leur expliquer pourquoi les médias, c'est pourri, il faut se méfier quand même. Tout ça. Puis en fait, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à leur expliquer. C'est pas des gens bêtes, c'est des gens pauvres à la rigueur. Mais ils avaient compris beaucoup de choses. Donc en fait, quand j'y vais, je crois que... je mets des mots sur ce qu'ils ont compris, j'affine un petit peu peut-être une certaine vision des médias. Tout à l'heure, vous disiez comment vous travaillez avec le temps, la temporalité médiatique. Je crois que, par exemple, de faire travailler un groupe d'étudiants sur un sujet d'enquête de son choix, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. On leur donne des cours et on leur donne un sujet d'enquête qu'ils choisissent. Ils travaillent à 3 ou 4. Et ils vont travailler pendant un mois et demi à enquêter. Ils se rendent bien compte que, du coup, il faut du temps. Il faut du temps pour vérifier les informations, etc., etc. Mais le deuxième effet de ça, c'est qu'ils se rendent bien compte que du coup, un journaliste qui a une demi-journée pour préparer un sujet, il n'a pas le temps d'aller faire le tour des sujets, etc. C'est de ça qu'on parle en fait, c'est que si y a des problèmes sur la qualité de l'information aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'il y a une censure ou qu'il y a une pensée ou un complot de l'ensemble des journalistes pour nous transmettre une information biaisée. Il va falloir aller comprendre un peu plus finement tous les processus qui amènent à cette information-là. Parce que si ça nous met en colère, on peut rester avec cette colère-là, mais le but c'est d'essayer de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut un peu de temps. Il faut analyser, il ne faut pas se baser sur nos intuitions qui souvent nous trompent. Il faut aller regarder un peu plus précisément. Et effectivement, un des gros problèmes qui mène à une information biaisée de mauvaise qualité, c'est la temporalité médiatique. Bien sûr, mais cette autodéfense collective, dans une société qui est de plus en plus, et qui probablement le sera encore plus dans les temps qui viendront, société des images, comment insérer cet enjeu du doute dans la lecture des images? J'étais récemment dans un lycée en Balagne, en Corse, pour en parler avec des élèves qui sont en classe de philo, qui avaient tous été, bien sûr, très frappés de ce qui s'est passé au moment de Charlie. Et nous avons beaucoup parlé des images. Nous avons, par exemple, parlé de l'image du pilote jordanien en train de brûler dans une cage. Alors moi, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça vous dit? Et une jeune fille s'est levée et m'a dit, c'est l'enfer. J'ai dit, oui, c'est l'enfer.
Mais regardons cette image, puisqu'après tout, ils l'ont tous sur leur iPhone, hein, ou je ne sais quoi, quelle marque, on s'en fiche, mais sur leur téléphone portable. C'est l'enfer. Alors regardons l'enfer, et qu'est-ce qu'on y voit dans cet enfer? Alors on y voit une cage. Pourquoi une cage? Et la lecture, une cage, parce que peut-être qu'au fond, cette petite cage est une expression de ce qu'est la grande cage de Guantanamo. Si le pilote brûle, n'est-ce pas aussi parce que les avions de la coalition utilisent des bombes au phosphore? Alors il ne s'agit plus de savoir s'il y a des bons et des méchants, le bien et le mal. Il s'agit d'essayer de comprendre les mots. Alors, est-ce que vous êtes, vous, dans cette démarche zététicienne, dans cet enjeu-là, qui est l'enjeu qui dérange? J'ai l'impression que la question que vous soulevez, c'est déjà de relancer le questionnement. On en parlait pour les chiffres, voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous arrivent et que les chiffres parlent d'eux-mêmes ou que les images parlent d'elles-mêmes, etc. Et donc, en fait, il faut réintroduire la question. Ce que beaucoup de gens, en fait, pour reprendre l'exemple des chiffres, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu sais, moi, les chiffres, j'y connais rien. » Et puis, si c'est un fan de foot, vous lui dites « Ouais, mais alors, du coup, t'es fan de foot ?» Ils disent « Bon, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est qui le meilleur buteur, en fait? C'est Messi ou c'est Ibrahimovic ?» C'est Messi. Je dis mais pourquoi? Mais parce qu'il marque plein de buts. Oui, mais Ibrahimovic aussi. Oui, mais alors Messi quand même, il joue contre des équipes plus fortes et puis il a une moins bonne équipe. Puis il a des gens qui l'aident moins autour de lui. Alors s'il arrive à le faire quand même. Et puis Ibrahimovic, il marque plus de buts en coup de pied arrêté, etc., etc. Et en fait, les gens se mettent à poser plein de questions, à être sceptiques, à questionner les données, etc. Ils le font pour le foot, il faut le réintroduire pour les chiffres de la délinquance, je pense, et s'autoriser, ne pas se laisser impressionner par des chiffres. Et par les images, c'est la même question. On commence tous nos cours par passer une heure et demie à déconstruire ce qu'on appelle le témoignage, nos sens, et à apprendre à être humble vis-à-vis de nos sens, c'est-à-dire à ne pas prendre ce qu'on voit pour argent comptant. Et parce qu'on connaît les illusions d'optique, on connaît les illusions auditives, on connaît plein de processus cognitifs qui font qu'on se trompe. Et partir de là pour effectivement reposer des questions sur le contexte. Et je pense que c'est vraiment le départ, c'est arriver à donner confiance au questionnement et à l'importance de cette... Mais ce que vous faites, qui est très important, me semble-t-il, est une vraie lecture critique. Nous sommes dans une culture générale qui est celle du marché, celle de la vitesse, de la rentabilité, du retour le plus rapide possible sur investissement, qui n'aime pas tellement la lecture critique. Tenez, regardez Arrêt sur image, qui est une des très très rares émissions qui s'intéressent au contenu de l'information et à son traitement. Arrêt sur image, maintenant, c'était autrefois la télé, maintenant c'est sur Internet. La visibilité d'Arrêt sur image a été réduite, pas par hasard. Et quelques-unes des émissions qui traitent du contenu de l'information et de son traitement ont de moins en moins de visibilité, parce qu'on n'a peut-être pas envie de cette lecture critique. Donc, vous êtes au fond, vous êtes dans une posture politique au meilleur sens du mot. Qu'est-ce qu'on partage dans l'enceinte de la cité, là? Mais je crois que ce qui se passe, c'est que la simplicité ou l'apparente simplicité de beaucoup de grilles de lecture sont plus séduisantes que de passer a priori 3 heures, 4 heures, 3 jours, une semaine à aller enquêter sur un sujet. Et on peut avoir l'impression d'avoir très bien compris une situation parce qu'elle nous semble vraie. Quand vous disiez, mais pourquoi est-ce qu'on adhère à certaines théories pseudo-scientifiques? Mais parce qu'elles semblent vraies, elles semblent cohérentes. Et quand on dit, pour reprendre des propos d'Éric Zemmour en 2010 sur le plateau de Salut les Terriens, où il dit la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, donc c'est normal qu'on fasse du contrôle au faciès. Ça prend 30 secondes à énoncer. Et on se dit, on peut penser, enfin quelqu'un qui dit les choses comme elles sont. Sauf que pour démonter ça, il nous faut 2 heures de cours. Mais c'est passionnant, les étudiants s'ennuient pas, ils reviennent, ils sont contents de venir à ces cours-là. Donc on peut le faire de manière sexy, drôle, et en même temps traiter des sujets effectivement extrêmement politiques. Et surtout continuer, parce qu'ils sont beaucoup malheureusement. Les mots, Avec le problème, je pense aujourd'hui, qui est que, comme on le disait au début de l'émission, pour l'instant, il
essentiellement des initiatives personnelles. Je pense à 2 enseignantes à Carcassonne, au collège Le Bastion, là, qui ont monté par exemple un atelier de zététique avec des 6e et des 5e. Elles ont fait un boulot formidable et donc elles portent ça à bout de bras. C'est porté par le lycée aussi. Et puis le fait que ce soit des initiatives personnelles fait que si ça se trouve, l'année prochaine, elles n'auront pas de financement. Et donc il y a une déperdition d'énergie qui est terrible. Et je pense qu'il va falloir vraiment passer du temps à essayer d'institutionnaliser tout ça. Parce qu'effectivement, un endroit où on a de la place, ce sont les établissements scolaires et les universités. On se bat pour ça. Aurore ? Oui, je me disais, on pourrait rebaptiser l'émission Zététique, le journal. Ce serait bien, non ? Moi, ça me déplairait pas du tout. Ce qui m'importe, c'est de conserver la transdisciplinarité. Écoutez, parce que là-dedans, celle-là, elle est j'ai l'impression nécessaire. que c'est ce que vous pratiquez, au fond. Oui, hein. bien Vous sûr. allez sur tous les fronts et dans toutes les disciplines. Il y a un mot qui a retenu mon attention, il y en a plein. Mais le mot image, il est intéressant parce que l'image, l'imago en latin, dit... L'imaginaire n'est pas loin. Hein. L'imaginaire n'est pas loin, justement. Et il y a même une des définitions du mot imago en latin qui est fantôme. C'est quand même dingue. Imago, ça voulait dire fantôme. Donc, si on est dans le fantôme, dans la vision, dans la représentation qui n'est donc pas le réel, on est vraiment dans cet écart entre ce qui est là, bien réel, prouvé, et ce que l'on s'imagine. Et le d'imago a donné imitari, imiter. Donc on est bien dans cet écart avec le réel. Il y a un autre mot sur lequel je voudrais revenir parce qu'on le dit tellement, c'est doute. Doute, il vient de duo, deux. En fait, c'est l'hésitation entre deux choses. C'est la possibilité de plusieurs voies. Le doute s'oppose à l'univocité. Et à l'affirmation dogmatique. Voilà. C'était l'enseignement de Pyrrhon. C'est Pyrrhon, le refus de toute absolument. affirmation dogmatique. Et on est exactement là-dedans. Le problème, c'est que pour remettre, et souvent on nous le dit, pardon, je termine, j'ai envie de réagir à ça parce que quelque chose que l'on nous oppose souvent dans l'enseignement, c'est comment enseigner l'esprit critique. C'est en soi une injonction paradoxale, sois critique. Je veux dire, vas-y, sois comme ça en fait. Ouais. Et c'est pas ça qu'on veut prôner, mais finalement, si on le fait avec les bons moyens et si on donne ces moyens-là aux étudiants, aux élèves, et que si on se fédère tous pour arriver à créer ces cours, à les entretenir, je crois que là, on va arriver à quelque chose qui sera vraiment utile. Alors là, pour c'est le décortiquer professeur l'information. de physique, Denis Carotti, qui nous donne son point de vue. Moi, j'aimerais maintenant entendre Idriss Aberkane, professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'école centrale, et puis chercheur à l'école polytechnique et affilié à l'université de Stanford. Idriss Aberkane, d'abord, juste vraiment, géopolitique de la connaissance, qu'est-ce que ça recouvre ? Déjà, ça recouvre une très bonne nouvelle, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et donc, on peut avoir une croissance infinie si on la base sur la connaissance. À partir du moment où on fait de l'économie et même de la géopolitique de la connaissance, eh bien, il n'y a plus de conflit d'intérêts, au moins sur le papier, entre croissance et développement durable, ce qui n'est pas rien du tout, hein, parce que les matières premières, elles sont finies. Or, quand vous regardez un peu la géopolitique traditionnelle, eh bien, elle vient du fait que nous sommes des êtres humains matériels et qu'on s'est battu pendant 7000 ans autour de ressources matérielles. Et les ressources matérielles, elles ont la particularité que quand on les partage, on les divise. Si on partage une pizza, si je vous donne une part à vous, ça en fait moins pour moi. Mais si on partage de la connaissance, et c'est ce que je suis en train de faire, eh bien ça en fait pas moins pour moi. Si je vous donne 20 €, je les ai plus. Si je vous donne de la connaissance, je l'ai encore. A priori là, je vais pas sortir du studio plus bête alors que je vous donne de la connaissance. Et donc ça change tout sur le plan géopolitique. Dès lors qu'on considère que la richesse des États n'est pas dans leur propriété matérielle, mais dans leur connaissance. Et au-dessus de la connaissance encore, dans leur sagesse. Or là, eh bien, vous voyez par exemple la Corée du Sud qui exporte plus que la Fédération de Russie, alors qu'elle a 3 fois moins de territoire, 171 fois moins de territoire et 3 fois moins d'habitants. Et elle exporte plus, parce que la Corée du Sud a Attendez, décidé là, il y a des d'exporter. chiffres. Est-ce que vous êtes sûr Et on de ce peut que les vous avez vérifier. fait ? Est-ce qu'on peut prendre du temps On pour peut les vérifier. vérifier. Ceux-là, ils sont facilement vérifiables. Mais ce qu'on peut vérifier, en fait, très simplement, c'est que les ressources minières de la Corée du Sud sont infiniment plus faibles que les ressources minières de la Russie et qu'elle exporte plus malgré tout parce qu'elle a décidé d'exporter de la connaissance. Alors, c'est qu'un exemple. Mais pour conclure sur la géopolitique de la connaissance, la bonne nouvelle, c'est que vraisemblablement, et c'est comme le dit l'UNESCO, comme les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que l'on construit les barrières de la paix. Et donc, je suis persuadé que si on vivait dans la connaissance absolue, il n'y aurait plus de guerre. Que toute guerre est un mélange, est une poudre noire d'ignorance et de connaissance. Pour faire la guerre, il vous faut la connaissance pour faire mal à l'ennemi, mais il vous faut l'ignorance de faire mal au conflit. Faire mal au conflit, c'est-à-dire trouver les raisons qui le rendent ridicule, idiot. Un conflit France-Allemagne aujourd'hui, c'est ridicule.
Il y a 2 générations, c'était pas ridicule du tout. Et donc transcender les conflits, c'est une connaissance que nous n'avons pas encore. Si cette connaissance était plus diffusée, eh bien le monde irait mieux. Alors cet enjeu de la connaissance, il est toujours évidemment passionnant, en plus il est noble, il est beau, il n'y a rien de plus beau que de donner la connaissance, la transmettre. Mais il faut être... allez, doutons ensemble. Quelle différence faire aujourd'hui, et vous avez travaillé là-dessus, et même fait un papier dans Le Point récemment, entre information et communication? Absolument. C'est pas du tout la même chose. Hein. Aujourd'hui, donc, on vit, l'humanité produit beaucoup plus d'informations et de connaissances qu'elle ne peut en transmettre. La connaissance mondiale, elle double à peu près tous les 9 ans, en quantité. C'est-à-dire, si on compte, attention, c'est en quantité, si on compte uniquement tous les problèmes ouverts qui sont fermés, une technologie qu'on n'avait pas, et le temps qu'on l'ait, on compte toutes les nouvelles technologies qu'on a, puis ça double tous les 9 ans. Donc ça tient pas, ça prend pas en compte les révolutions scientifiques, etc. Mais ça donne une idée de la croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on est plein d'informations, de données. Alors il y a tous ces niveaux. Il y a la donnée d'abord, il y a l'information ensuite, il y a la connaissance, et tout au-dessus, il y a la sagesse qui transcende le tout. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est journaliste, on travaille sur la donnée, sur l'information. Quand on est scientifique, on est censé travailler sur la connaissance. La connaissance, normalement, ne se périme pas. C'est-à-dire qu'une connaissance, c'est une loi de la physique qu'on a découverte et qui va rester vraie. Une information, c'est périssable. C'est à telle heure, il y aura telle voiture à tel endroit. C'est plus valable 100 ans plus tard. Alors qu'une connaissance, normalement, c'est impérissable. Alors la différence, évidemment, à faire entre communication et information, c'est la vérifiabilité. Ou ce que l'on appelle en science la falsifiabilité. Est une théorie scientifique, selon Popper, ce qui est contradictible. On peut apporter des éléments qui prouvent que l'ensemble des axiomes de la personne sont faux, et on le démontre. Et justement, on voit qu'aujourd'hui, dans l'information, il peut y avoir de tout. Alors il faut être capable de séparer les enjeux. L'article du Point auquel vous faites allusion, c'est celui qui vous a irrité, parce que tout ce qui avait été dit sur Poutine. Effectivement. Alors, ouais. L'article du Point que j'ai fait, c'était douter sur l'idée que Poutine était autiste. C'est-à-dire, on voit cette nouvelle qui passe. Poutine est-il autiste ? Je suis neuroscientifique de formation, j'ai travaillé avec des autistes, c'est immédiatement, c'est complètement bidon pour moi. Il n'y a même pas à chercher. Alors après, il faut se poser la question, pourquoi ? Mais déjà, démontons l'information. Alors, un bon expert de l'autisme et des troubles des TSA, ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique, vous dira que les autistes ont beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux. C'est pas tellement le problème qu'a Poutine. Et beaucoup de gens qui l'ont fréquenté peuvent vous dire que vous ne gagnez pas facilement ce qu'on appelle en banlieue une baston de regard avec Poutine. Donc, alors qu'un autiste, oui, vous gagnez la baston de regard tout de suite. Il détourne le regard. Un autiste, quel que soit son spectre, a des problèmes d'expression avec le langage corporel. C'est pas du tout, encore une fois, le trait de Poutine. Un autiste a une difficulté énorme à détecter les failles et les faiblesses émotionnelles de son entourage. Un agent du KGB comme Poutine, au contraire, est sélectionné sur le fait qu'il doit être capable immédiatement, comme au poker, de détecter le moindre début de faille de la part d'un collègue ou d'un ennemi, etc. Et donc vous pouvez démonter ce pseudo-diagnostic, et de très grands experts de l'autisme l'ont fait avant moi. Mais effectivement, en tant qu'expert en géopolitique, moi ce qui m'a intéressé, c'est le contexte. Et c'était vraiment l'idée qu'aujourd'hui, hélas, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une guerre froide 2.0, et le terme n'est pas de moi, qui est en fait un nouveau rideau de fer avec 2 nouvelles interprétations de la réalité, dont les 2 sont aussi éloignées de la réalité l'une que l'autre, mais on a, disons, celle que l'on appelle de l'Occident, qui est en fait les pays de l'OCDE, ça va du Japon à l'Union européenne en passant par les États-Unis, qui ont un point de vue, et on a l'opposé, qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, la Chine et la Russie notamment, qui ont un point de vue radicalement opposé sur certains points, des conflits notamment, on l'a vu avec le conflit en Syrie, on l'a vu avant avec le conflit en Libye. Et donc je me suis dit, c'est incroyable, on est revenu à cette rupture où d'un côté, de part et d'autre du rideau de fer, les langages ont changé. Et il y a les gentils d'un côté, alors l'axe du bien, l'axe du mal, quelque chose qu'il fallait décomposer aussi. Aussi souvent qu'on vous dit, c'est vous qui avez raison, nous sommes dans le camp des justes, dans le camp des bons, méfiez-vous. Et c'est là que la zététique intervient, c'est là que l'art de douter intervient. Ça, c'était le discours notamment des néoconservateurs. Nous avons raison parce que nous sommes les plus forts. Exactement, nous avons raison parce que nous sommes les plus forts, mais très rapidement, vous allez ajouter à ça, nous avons raison parce que nos guerres sont justes. Et de toute façon, personne ne vous vendra une guerre injuste. Donc je n'entendrai personne vous dire partons en guerre, c'est injuste, mais allons-y quand même. Et de ce point de vue-là, il est nécessaire de déconstruire effectivement l'information. Mais ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps, qui n'a jamais cessé d'exister, ça s'appelle de la propagande. Absolument. Quand on fait quand on monte une opération comme ça, qui partait d'ailleurs du Pentagone, en fait. Paraît-il, le premier dossier est parti du Pentagone pour dire que Poutine était atteint de la maladie d'Asperger.
Qu'est-ce que ça veut dire que propagande? Ça veut dire quelque chose qui se propage. Et qui se propage, ça veut dire que c'est viral, c'est un virus. Or, en fait, la vérité, l'être humain, il aime pas trop la propager. Ce que l'être humain aime bien propager, ce sont les émotions fortes. Notre cerveau est complètement accro aux émotions fortes. À tel point qu'on a démontré que la plupart des gens qui regardent un JT le regardent pour la dose émotionnelle de la journée et pas pour l'information. Et on a fait des tests où on a vraiment pris 2 échantillons de personnes avec 2 types de magazines, c'est ce qu'on appelle le journalisme de paix. Vous aviez d'un côté un magazine objectif qui traitait un conflit d'une façon complètement impartiale, sans absolument attiser la haine, et de l'autre un journalisme qui avait les mêmes informations, mais enrobé du sucre, du sensationnel. Et évidemment, le deuxième se vendait beaucoup mieux. Et c'est ce qu'a observé Johan Galtung, le fondateur du journalisme de paix. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, les informations de pacification, les informations qui montrent qu'un conflit n'a pas de raison d'être, se vendent très mal. Il y a des années de ça, parce qu'il a été l'un des premiers à le pointer avec une très grande pertinence. L'urbaniste et philosophe Paul Virilio, au moment de ces images abominables de cette petite Colombienne prise dans un puits qui est morte sous les yeux du monde entier, Virilio a parlé de la mondialisation des affects. Cette mondialisation des affects, qui est une réalité, est un immense défi jeté au doute. Et à cette nécessité de remonter dans l'histoire du fait pour comprendre ce qu'il en est réellement. Comment on va faire avec ça? Parce que cette mondialisation des affects, elle est quotidiennement à l'œuvre. C'est parce qu'il faut d'abord prendre conscience du fait que nous, les êtres humains, nous ne sommes absolument pas des êtres rationnels par défaut. Ouais. Nous sommes des êtres rationnels exceptionnellement, mais nous sommes des êtres émotionnels par défaut. Nous prenons nos décisions d'achat, de vote, de suivi avec nos émotions. Et ensuite, nous les rationalisons. Et dans l'immense majorité des cas, nous décidons de suivre une personne, de lui faire confiance, d'acheter son produit ou de voter pour elle avec nos émotions. Et c'est une illusion que nous avons de croire que nous sommes rationnels. Elle est démontrée en neurosciences depuis plus de 30 ans comme une illusion absolue. Mais nous rationalisons nos choix a posteriori, mais notre inconscient prend ses choix, dans l'immense majorité des cas, avec ses émotions. Mais dès lors que nous sommes conscients de ça, eh bien effectivement, nous devenons bien davantage rationnels. Mais nous devons d'abord prendre conscience du fait que notre cerveau a des biais cognitifs qui ont une origine évolutive. L'un d'entre eux étant que nous sommes ce que l'on appelle un cognitive miser, c'est-à-dire un faible sur le plan cognitif. Nous essayons toujours de comprendre un problème avec le moins d'opérations mentales, toujours. Et notre cerveau essaie de faire le moins d'opérations mentales, ce qui est une bonne chose parce que ça permet au cerveau d'éviter la saturation. L'évolution nous a sélectionnés pour ça. Et un autre biais dont je veux absolument vous parler, c'est le fait que la vérité n'est pas démocratique, mais que notre cerveau a une très grande tendance à suivre l'opinion du plus grand nombre. Or, on est d'accord que la vérité n'est pas démocratique. Si tout le monde vote pour dire que 2 et 2 font 5, ça n'en fait pas un théorème. Et en mathématiques, clairement, le vote n'est pas un théorème. Sur Wikipédia, toujours, eh bien, les décisions de conserver ou de rejeter un article sont prises au consensus. Et même en science, en fait. En science, aujourd'hui, le consensus est extrêmement important pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, à tel point qu'un scientifique doit soumettre son idée au consensus. Le consensus. C'est le mot. On y reviendra tout à l'heure. Il y a tellement de choses dans consensus. Enfin, on ne va pas commencer par le début du mot, mais pourquoi pas, après tout. Nous sommes en compagnie d'Idriss Aberkam, de Guillemette Reviron et de Denis Carotti. C'est 3D. On va faire une pause maintenant pour laisser la place au journal de 13h. Et nous vous retrouverons avec plaisir à partir de 13h30. Ou peut-être aurez-vous à répondre aux questions, j'espère sûrement même, de celles et ceux qui nous accompagnent ici au studio 621. On retrouve tout de suite Stéphane Paoli, 3D, le journal La Suite. Merci Brigitte Forest. Nous allons continuer. Aurore, est-ce que je vais dire une horreur là? Nous allons continuer de ZTT. Non, ça vous va pas, ça. Vous connaissez les... Je vous ai parlé des VTTistes tout à l'heure? Non, mais pas les VTT. Ouais, mais bon, c'est un nouveau mot. Il est rentré dans le dictionnaire cette année, dans le Robert, le VTTiste. C'est le type qui est sur un VTT. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, ZTTech, là. Ah non, zététique, et la zététique, c'est le thème de 3D. Il est terrible ce mot, il faut le dire, hein, je le dis. Il est terrible, il est horrible, il est moche. Voilà. Oui, sauf que c'est quand même, et c'est passionnant, l'art du doute. 3D. Le journal de Stéphane Paoli. Et nous en parlons avec Guillemette Reviron, qui est docteure en mathématiques et cofondatrice du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences, également chargée des cours en autodéfense intellectuelle, elle en a parlé tout à l'heure brillamment, à l'Université de Montpellier, intervenante aussi à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault.
À ses côtés, Denis Carotti, qui lui est professeur de sciences physiques à Marseille, cofondateur du Cortex, et formateur aussi pour les enseignants dans les académies d'Aix-Marseille et Grenoble en thématique science, esprit critique et décidément autodéfense intellectuelle dont nous avons tous le plus grand besoin. Et enfin, Idriss Aberkam, professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'école centrale, chercheur à l'école polytechnique et affilié à l'université de Stanford. Et puis bien sûr, Aurore Vincenti, qui vient de discuter avec Idriss Aberkam pendant 10 minutes, l'eau à la bouche, parce que moi je suis pour une érotisation de la connaissance, mais lui est pour une gastronomie de la connaissance, et en fait, érotisme et gastronomie, ça va ensemble, donc je vais le relancer là-dessus, parce que c'était tellement génial que... Attendez, mais s'il y a érotisme et connaissance, est-ce qu'on peut prendre un abonnement à l'année ou pas? On peut tout à fait. Je parlais du fait qu'on pourrait résoudre beaucoup de problèmes dans le monde si la connaissance circulait plus vite. Et comme aujourd'hui, nos modes de transfert de la connaissance sont très anciens, il va s'agir de les remettre en question. Et un moyen de les remettre en question, c'est de sortir du gavage, puisqu'en fait, dans nos modes de transmission de la connaissance aujourd'hui, eh bien, ils sont basés sur le gavage industriel. C'est-à-dire que vous avez un volume de connaissances à absorber, il est absorbé à un certain rythme, et si tout ce que vous avez laissé de côté, ça sera des points en moins sur votre bulletin. C'est notre modèle de transfert de la connaissance aujourd'hui. Imaginez au contraire que maintenant la connaissance soit quelque chose que l'on absorbe pour se nourrir et que l'on absorbe avec plaisir. Vous savez peut-être qu'on appelle le système nerveux digestif le deuxième cerveau. On a fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps. Très bien. C'était passionnant. Et pourquoi on l'appelle le deuxième cerveau? Parce qu'il y a des neurones et que tout correspond. Et que c'est parce qu'en fait, c'est la deuxième partie du corps où il y a le plus de neurones. Avant la première, le premier cerveau, le cerveau et la moelle épinière. Quel est le mode naturel d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, Stéphane? C'est de manger. Oui, mais le mode émotionnel. C'est agréable de manger. Plaisir, je vous le souffle. C'est le plaisir. Le plaisir quoi, vous dites? C'est le plaisir. Notre façon naturelle d'absorber de la nourriture. À partir d'un certain âge, on entend moins bien. Hein. Arrêtez. Vous n'allez pas me la faire, celle-là. Non. La façon naturelle d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, c'est le plaisir. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le premier? Et il n'en est pas autrement. La façon naturelle d'absorber de la connaissance pour notre cerveau, c'est le plaisir aussi. Nous sommes connectés pour l'aimer. Eh bien, faisons en sorte que de même qu'il y a une gastronomie de la matière, de la nourriture, qu'il y ait une gastronomie de la connaissance. Que quand on vous transfère une connaissance, on vous donne de l'appétit. Et là, j'aimerais juste parler 2 secondes de mon ami Alain Passard. S'il nous écoute, je le salue. Quand on mange chez lui, on passe par 3 étapes. Bon sang, ça, je l'ai jamais goûté. Je suis très content de l'avoir goûté, 2e étape. J'aimerais en goûter plus, 3e étape. Eh bien, faisons en sorte que la connaissance ce soit pareil. Bon sang, ça, je ne le savais pas. Je suis bien content de le savoir. J'aimerais en savoir plus. Si nous transférons la connaissance sur ce mode-là, en donnant l'appétit aux élèves d'apprendre, pas seulement en leur donnant la connaissance sans leur avoir présenté, en faisant des apéritifs, eh bien, nous allons augmenter le flux de connaissances. Magnifique proposition. Eh bien, je vous propose, tenez, amusons-nous tous ensemble. Faisons de 3D, mesdames et messieurs qui nous accompagnent au studio 621, pourquoi ne pas en faire une sorte de laboratoire avec Guillemette Reviron, avec Denis Carotti, avec Idriss Aberkam? Quelle est votre idée au fond, Guillemette Reviron? Qu'est-ce qu'on peut, ou Denis Carotti, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui vous permette, vous, quand vous vous retrouvez ensuite avec vos étudiants et vos élèves, d'avancer un peu sur la plateforme? Toujours dans la perspective de la zététique, c'est-à-dire l'art du doute. Tout à fait, Stéphane. Je vais vous proposer d'être à contribution pour cette expérience que nous allons mener. Est-ce que vous pourriez, d'après vous, influencer à distance les objets? Le mouvement des objets. Très sincèrement, je ne me suis pas vraiment jamais posé la question. On va tenter de faire l'expérience. Mais je vais commencer à m'y mettre sérieusement. Oui. Il va falloir que vous convainquiez vos auditeurs de se prêter à une petite expérience assez simple. Donc ça consiste tout simplement, si ils acceptent d'y participer, de sortir une pièce de monnaie. Et d'effectuer... mais vous êtes un gros malin, vous. Hein. Ils ne vous l'apporteront pas, ils la gardent. Proposez-leur de faire un lancer, et même 10 lancers consécutifs. Sauf que vous allez vous concentrer... De lancer la pièce de monnaie. De lancer la pièce de monnaie 10 fois consécutivement, et vous allez vous concentrer, vous, Stéphane, là, pendant quelques secondes, pendant qu'ils font cette expérience, pour essayer de faire en sorte que les pièces de monnaie tombent toujours du même côté, que ce soit face ou pile. Choisissez. Allez-y. Moi, tant qu'à faire, j'aime bien regarder les visages, donc face. J'ai choisi face. Concentrez-vous. Chers auditeurs, allez-y. Lancez la pièce, chers téléspectateurs. Est-ce que vous avez des pièces avec vous, mesdames et messieurs? Alors ici,
certainement, peut-être que ça marche peut-être mieux à distance. On va voir si vos auditeurs auront réussi l'expérience. Et je vous invite, chers auditeurs, à tweeter, si c'est possible, en tout cas sur l'émission, pour réagir et dire si Stéphane est arrivé à vous faire lancer cette pièce 10 fois d'affilée du même côté, donc le côté face. Alors, je sais pas, oui, Camille, elle est là, Camille? Oui, Camille, qu'est-ce qu'on a comme... On a un tweet ou pas, nous? Il y a le mail, sinon. Le mail, Il y a le mail. Alors, le mail, c'est 3D? C'est 3d@radiofrance.com. Alors, ben, allez-y, si vous êtes chez vous... Et écrivez-nous dans les quelques minutes inondez-nous de pièces. Moi, je dis c'est face. Ce sera face. Je veux que ce soit face. Donc la consigne, c'est si on a 10 faces, on envoie un mail à l'émission 3D pour dire qu'effectivement... Stéphane est arrivé à influencer cette pièce à distance. Et moi, je ramasse un peu ou pas? Oh bah vous êtes corse, donc La bien sûr gloire, que vous ramassez. Je suis corse par mon père et basque par ma mère. D'accord. N'oubliez jamais ça. On pourra illustrer par là quelque chose qui est assez fondamental, et ce qui est remarquable avec cette expérience, c'est qu'elle met ce qu'on aime faire aussi, c'est ça, c'est des expériences concrètes. Donc on met les élèves, les étudiants concrètement face à une situation expérimentale, on teste quelque chose. Et quand on voit la réalisation de cette expérience, après on peut discuter notamment de quoi? De ce qu'on appelle les coïncidences extraordinaires. Est-ce qu'une coïncidence, donc deux événements apparemment complètement fortuits et qui ont une extrême probabilité très faible de se produire, est-ce qu'on peut en déduire autre chose que du hasard? Souvent on met du sens derrière. Et c'est ce qui est à l'œuvre parfois dans les théories du complot, ou dans les théories conspirationnistes, mais théories avec des guillemets, où l'on va remarquer un tas de coïncidences pour justement justifier que cette explication, ce scénario du conspirationniste est bien vrai en fait. Rappelez-vous pour le 11 septembre, tout ce qu'on avait pu faire avec les chiffres, aller chercher ce fameux 9 et ce fameux 11, 9/11. Les deux tours du 11 septembre qui représentaient le 11. Quand on additionne le nombre de passagers qui étaient morts dans l'avion, on retombait sur 11. Quand on comptait le nombre de lettres en Afghanistan, on tombait sur 11. Quand on compte The Pentagon, c'est aussi 11 lettres, etc., etc. Comment interpréter ces coïncidences? Ça ne peut pas être que du hasard. Donc on en reparlera peut-être à la fin de l'émission. C'est terrible, parce qu'on dit ça, puis il y a des tas de gens qui disent mais il a raison, ici, finalement il dit l'inverse de ce qu'il a dit dans le début de l'émission. Il ne peut pas y avoir de hasard. C'est terrible, quoi, parce que dans ces failles-là, s'engouffre le tout et parfois le pire. Tout à fait. Bon, peut-être qu'on peut on va le dire, mais qu'est-ce qui risque de se passer avec le million d'auditeurs, peut-être un peu plus aujourd'hui, parmi tous ces auditeurs? Franchement, mon cher, beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà. Quelle est la probabilité, en fait, d'arriver à faire 10 faces d'affilée en lançant une pièce de monnaie? C'est une chance sur 1024. Une chance sur 1024. Certes, c'est très peu probable, mais quand on reproduit cette expérience des millions de fois, qu'est-ce qui va se produire inévitablement, simplement par hasard, sans aller chercher un sens particulier, sans aller chercher une action à distance de Stéphane Paoli? C'est qu'il va se produire des dizaines, et voire même sans doute des centaines d'auditeurs qui vont arriver à réaliser cette... Je vous préviens qu'après, moi, je fais une campagne. Hein. Le type qui est capable, par sa pensée, de faire tomber les pièces côté face. Exactement. C'est le risque. Oui, c'est le risque, comme vous dites. Ces coïncidences extraordinaires, là, peut-être commençons par des questions. Camille, qui souhaite intervenir? Monsieur, je vous en prie. Oui, je voudrais savoir comment on passe du doute à la décision. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre une décision. On a beau prendre du temps, réfléchir, retourner. Tous les médecins sont obligés de prendre une décision. Les managers sont obligés de prendre une décision. Les militaires, les scientifiques. Il y a un moment où il faut prendre la décision. Et est-ce qu'il y a des esprits intuitifs qui sont beaucoup plus rapides et qui perçoivent, qui analysent beaucoup plus vite le doute? Question intéressante. Idriss Aberkan, si vous voulez répondre, allez-y. Je t'en prie, Idriss. Alors, on sait que le cerveau utilise énormément l'intuition pour prendre une décision, puisque le doute rationnel, la rationalisation, c'est ce qui coûte le plus cher au cerveau. Donc, ce qu'on appelle les gut feelings, sensation des tripes, ça reste un moyen de prise de décision très rapide. Maintenant, sur le plan rationnel, il y a ce qu'on appelle l'inférence bayésienne, c'est-à-dire vous regardez option A, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Option B, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de peser comme ça l'endroit où il y a le moins de morts, par exemple, si c'est une décision politique, médicale, normalement c'est comme ça qu'on prend nos décisions sur le plan politique. Et ça nécessite d'avoir des données, évidemment. Et si vous voulez avoir une opinion très, très claire, prenez par exemple la façon dont les compagnies d'assurance prennent leurs décisions, parce que c'est très très souvent parmi les meilleurs au monde. Les compagnies d'assurance prennent leurs décisions selon leurs pertes financières, et quand elles prennent une décision d'assurer tel ou tel risque, très souvent dans le monde entier, ça sert d'étalon pour connaître l'intensité de ce risque. Donc, si vous voulez avoir cette réponse, je vous dirais, regardez comment font les compagnies d'assurance.
Vous avez dit juste une chose avant de vous entendre, Guillemette Reviron. Je reviens à ce que vous disiez si joliment tout à l'heure à propos de la gastronomie de la connaissance et l'envie. Et vous évoquiez notre deuxième cerveau, les intestins. Mais il y a des neurones dans les intestins. Et donc, tout ce qui relève de l'émotivité peut être aussi échange de l'information avec le premier cerveau. Donc, quel type de communication entre le premier et le deuxième pour répondre peut-être aussi dans la rapidité? Et est-ce que l'émotivité n'est pas aussi une forme d'analyse, au fond? Oui, en fait, on a des marqueurs émotionnels qui peuvent nous induire en erreur très souvent. Mais s'ils sont là, c'est qu'en fait, ils ont survécu dans l'évolution. Et s'ils ont survécu dans l'évolution, c'est qu'ils sont pragmatiques, c'est qu'ils marchent. Après, ils marchent, les conditions sont plus les mêmes qu'à l'époque où on était sélectionné dans l'évolution. Je veux dire, ces marqueurs, un cas célèbre, c'est que notre cerveau préfère largement, tout notre système nerveux préfère largement avoir tort et rester dans un groupe qu'avoir raison et quitter le groupe. C'est un problème, c'est ce qui fait que la vérité n'est pas démocratique, mais qu'on continue à faire confiance à l'opinion du groupe. Eh bien, ça vient du fait que quand on était dans l'ère glaciaire ou dans la savane, eh bien, il valait mieux avoir tort et rester dans le groupe parce que là, vous surviviez qu'avoir raison et quitter le groupe. Là, vous étiez mort. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui nous intéresse. Et dans les situations dramatiques, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la résistance, c'était avoir raison, mais quitter le groupe, essentiellement. Et là, on voit que c'est la chose qu'il fallait faire. Alors, si vous voulez revenir à la partie physiologique, bien clairement, en fait, vous savez, système nerveux central, système nerveux périphérique, c'est aussi une séparation que les neuroscientifiques ont fait par commodité, qui a des bases solides, mais qui est commode. Et en fait, les deux communiquent tout le temps. Et le stress influence complètement nos décisions et nos performances. Donc ça, on le sait très très bien. Et le stress, c'est le plexus solaire, c'est le système nerveux autonome. Les mails commencent à tomber. Face, merci Stéphane. Voilà. Merci à vous, Frédéric. François, 9 faces sur 10. Pas loin. Non, mais je ne crois pas. On compte ou on compte pas? 7 faces sur 10. Là, c'est... On peut que du 10. Celui-là, Michel, je suis pas content. 3. Allez, il sort du groupe, celui-là. Oui, il sort du groupe. Oui, vous vouliez répondre, Guillemette Reviron, à cette question très intéressante sur comment décider dès lors qu'on a engagé la posture du doute. Tout à fait, je crois que c'est... on a bien insisté là-dessus, le doute, c'est vraiment pour démarrer. C'est-à-dire que si j'ai une certitude, ça ne sert à rien d'aller enquêter. Donc il faut bien que je commence par douter, que je suspende mon jugement. Mais effectivement, au bout, vous parlez des médecins, etc. Mais en tant qu'individu, on doit faire des choix. Et donc peut-être j'avais envie de raconter très rapidement un enseignement que j'avais mené à l'IUT de Béziers avec des étudiants de première année. Et je leur avais confié une mission. Je leur avais dit, voilà, vous allez enquêter. Vous êtes des étudiants en technique de commercialisation, donc vous n'êtes pas scientifique. Et donc, vous n'êtes pas spécialiste des questions comme la vaccination contre l'hépatite B. Vous n'êtes pas spécialiste des OGM, etc. Ou des lignes à très haute tension. Et donc, je voudrais on a 7 séances d'1h30. Alors, c'est peu, hein. Et en ces 7 séances d'1h30, je voudrais que vous déplayiez le terrain. Et donc, chaque séance, je leur donnais une mission d'aller savoir qui s'exprimait sur le sujet, sans savoir ce qu'ils disaient, quels étaient leurs statuts, quels étaient leurs arguments, quelles étaient leurs sources, etc. Et je leur ai dit à la fin, si vous me dites, donc la question précise, par exemple, sur les lignes à très haute tension, c'est est-ce que c'est dangereux pour la santé humaine? Donc, avec tout ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être dangereux, quelles sont les preuves qu'on nous amène, etc. Et le premier cours, je leur dis, mais je vous préviens, si vous me faites une première partie, oui c'est dangereux, une deuxième partie, non c'est pas dangereux, une troisième partie, oui c'est dangereux, mais c'est pas dangereux, moi je suis maire d'une commune, je fais quoi? Je les fais passer ou je les fais pas passer mes lignes à très haute tension? Donc l'objectif, c'est qu'à la fin, vous triez l'information. Et ils sont tétanisés, mais on est tous tétanisés. Là, il y en a un qui me dit, mais madame, c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Et je comprends, effectivement, on a l'impression qu'à partir du moment où il faut toujours rester neutre, il y a un peu cette idée d'être objectif, de devoir rester neutre, de ne pas prendre parti. Et que si on prend parti, on devient extrémiste ou radical. Et je crois que nous, en fait, pour faire des choix, il va falloir placer son curseur et faire avec l'information, la connaissance actuelle et ce qu'on a aujourd'hui. Et faire aussi une chose qui me paraît très très importante, nous en parlions tout à l'heure avec Idriss Aberkan, n'avoir jamais peur de se tromper. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est mortel, c'est de ne pas chercher. Mais se tromper, tout le monde se trompe tout le temps. Dès lors qu'on le reconnaît, qu'on modifie la posture ensuite. Mais se tromper, c'est... Alors, de Belgrade,
Alors Olivier, merci en direct de Belgrade, où je me suis amusé à réaliser l'opération face. Résultat, 6 faces et 4 piles. Et il ajoute, les ondes ne sont pas parvenues jusqu'ici. Un petit peu quand même. Enfin, Parfaite explication. Pas mal. 6 sur 4, c'est pas J'ai mal. j'ai la moyenne, pas. minimum. On compte pas. Autre question? Vous nous faites un petit signe et on vous apporte un micro. Pas d'expérience en cours dans le public qui nous accompagne au 621. Bon, oui, pardon, madame. Oui, parce que j'ai toujours peur de ne pas bien parler français, c'est pour ça. Mais tout à l'heure, le monsieur m'a dit, il a dit que la connaissance, on partage, ça reste toujours. Et comme ça, je suis coréenne, Corée du Sud. En Corée, on dit le bonheur. Plus qu'on partage, plus le bonheur grandit. Tandis que le malheur, plus qu'on partage, le malheur diminue. Oui. Et puis, la décision avec le doute, chez nous, et tout ce qui est sur la Terre, si ça vaut la peine d'expérimenter, on n'a pas besoin d'hésiter pour décider. Quel qu'il soit, arrive, si on le prend avec le joie, ça s'arrange. Non, mais c'est une façon, je trouve, extrêmement intelligente d'aborder la question de la connaissance et du partage. Cette intelligence collaborative, est-ce qu'elle est en train de comment votre génération? J'insiste sur le fait que vous êtes tous des petits trentenaires, même pas. Hein. Non, mais ne vous fiez pas aux apparences. Je suis très proche de la quarantaine. Enfin, j'ai 28 ans, ce qui me concerne. Mais... Ah, 28, c'est bien. Non, mais voilà, c'est tout de même, vous tirez une façon de penser les choses qui est assez différente de celle qu'on a pu connaître, en tout cas dans ma génération. Et est-ce qu'il y a là quelque chose qui est en train de dessiner un nouveau projet collectif, une approche? Le géopoliticien dit quoi de Ce ça? que je viens d'entendre, bon déjà, annyeonghaseyo, ça me fait très plaisir d'avoir une Coréenne ici, parce que la Corée a eu un ministère... Vous parlez coréen aussi? Non, je sais juste dire bonjour, mais je me la joue à la radio. Non, parce que... Évidemment, commencez à me faire peur. J'étais en Corée cet été, et le seul truc que j'ai retenu, c'est ça. Et j'ai su dire bibimbap aussi. Mais ça, c'est le truc très pratique, parce que c'est de la bouffe, donc ça se retient plus facilement. Et en fait, non, les Coréens ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. Donc ça, c'est très très solide. Ça me fait très plaisir d'avoir cette remarque. Oui, on est en train de voir un changement, parce que la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Et chacun croit, parce que nous avons un ego, que son petit morceau représente le tout. Donc la pensée unique, en fait, c'est dire mon morceau, c'est le seul, je détruis tous les autres. Et aussi longtemps qu'on a fait ça, des autodafés, etc., eh bien on a détruit l'humanité. Mais aujourd'hui, on a une tendance mondiale à mettre nos morceaux de connaissances en commun. Elle n'est pas encore majoritaire, mais elle est là, et Wikipédia, par exemple, la démontre clairement. Donc pour moi, je suis optimiste. Alors optimiste, mais néanmoins, cet outil... Alors attendez, merci de me dire la différence que votre invité fait entre... Ah, ça c'est une belle question. Merci de me dire la différence que votre invité fait entre connaissance et conscience. Ça, c'est une superbe question. Absolument, absolument. Alors, déjà, normalement, les ordinateurs n'ont pas de connaissance, ni de conscience. Donc la différence qu'on faisait, c'est-à-dire que les ordinateurs traitent l'information et qu'au-delà, les ordinateurs n'ont pas de connaissance. On arrive aujourd'hui à faire des intelligences artificielles qui ont de la connaissance avec les algorithmes génétiques. Donc la première différence que l'on fait entre connaissance et conscience, c'est la différence entre un ordinateur et un cerveau. Le cerveau est conscient, l'ordinateur non. Ça, c'est une première façon de faire la différence. La conscience, normalement, c'est la pensée intentionnelle. Donc, ça peut être n'importe quelle idée, hein, sans être une conscience. C'est-à-dire, une vache volante rose à pois vert, c'est pas de la connaissance, a priori, mais c'est de la conscience. Je l'ai dans ma tête, j'en suis conscient. Donc, la conscience est un état mental. La connaissance, c'est quelque chose de vérifiable qui implique le monde. Donc, la différence que l'on peut faire, en fait, c'est que la conscience, ça ne dépend pas du monde, et la connaissance, ça dépend du monde. Autre question qui mériterait probablement beaucoup plus de temps, mais quand même elle me vient à l'esprit, surtout dans le contexte où nous sommes tous en ce moment. Zététique, l'art du doute appliqué à peu près à tous les champs de nos activités. Mais la foi, la question de Dieu, soumise à la zététique, comment on fait avec ça? Parce qu'il y a le pari de Pascal, mais on n'est pas tous Pascal. Donc comment on rentre dans une question de cette nature?
Je crois que c'est primordial en fait. Quand on commence nos enseignements, une des premières choses que l'on fait, à part définir le mot science comme accès à la connaissance et démarche, c'est aussi de revenir sur la différence entre croyance, rapport d'adhésion. Qu'est-ce qui fait que quelque chose va remporter notre adhésion, et puis l'acte de foi. Si l'acte de foi ne se justifie pas, normalement, on n'a pas besoin d'arguments pour croire, dans le sens foi. Pour autant, lorsque l'on a tout type de propositions autres, par exemple, telle thérapie va fonctionner, tel système politique est efficace, telle affirmation sur telle réalité du monde est ce qu'elle est, on a normalement des arguments qui vont aller dans notre sens ou dans le sens au contraire. Et donc, la question de la foi, nous, on la décortique comme ça. S'il y a des arguments factuels sur lesquels on peut se prononcer, alors allons-y, enquêtons, cherchons à savoir si c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Mais du moment où on n'a pas d'argument, c'est la question de la foi, je crois que zététiquement, comme on dit, on ne se prononce pas sur cet aspect-là qui est propre à chacun. À chaque individu. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, on entend, et vous en avez déjà parlé, j'imagine, non pas l'opposition, mais la convergence souvent qui est pointée entre religion et science. Ça fait partie d'un deuxième aspect du problème. C'est-à-dire, des personnes tentent, par exemple, on les appelle créationnistes, on parle aussi de courants de l'intelligent design, notamment aux États-Unis, mais pas que, d'essayer de faire entrer l'enseignement de la création dans les cours de sciences. Alors là, ça pose une vraie question. Qu'est-ce que nous transmet l'enseignement religieux? Qu'est-ce que nous transmet l'enseignement scientifique? Est-ce qu'on peut faire converger les deux? Donc voilà les questions qu'on pose, en tout cas au niveau de la religion, c'est de distinguer l'acte de foi et le rapport d'adhésion, et d'un autre côté aussi d'interroger en quoi la question scientifique n'est pas la même. En tant que, comme disait Idriss, on va constater ce qui est là, réel autour de nous, et peut-être l'acte de foi. Mais lorsque vous croyez en Dieu, c'est bien parce que quand vous étiez petit, votre père, votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas, la paroisse vous a essayé de remporter votre adhésion. Donc, quelle différence là vous faites entre ce remport d'adhésion-là, dès la petite enfance, et un autre qui serait d'ordre peut-être plus sectaire ou idéologique? Je crois que... Au passage, 7 faces, 3 piles. C'est une grande journée pour moi. On voudrait 10 faces. Oui, sur cette question du remport d'adhésion, il y a par exemple... des fois, effectivement, on essaye d'amener des preuves de l'existence de Dieu, ou de prophètes, ou de Jésus, etc. À partir du moment où on amène des faits, on peut discuter de ces faits. Là, on parle vraiment de la croyance en une entité immatérielle qui aurait créé le monde. Et ce qui se passe, c'est que la démarche scientifique, elle a un contrat, une charte qu'on nous expose rarement, y compris quand on fait des sciences. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu d'épistémologie dans tes parcours. Voilà, mais moi, j'en avais jamais fait pendant toutes mes études de sciences. Et en particulier, la question de quelle est comment la science peut se comporter face aux entités immatérielles. On parle de Dieu, mais on peut parler... moi, j'aime bien l'exemple de la théière de Russell, par exemple, où Russell, donc un logicien, qui disait, finalement, imaginons que autour de la Terre, je vous le dis, il y a une toute petite théière, mais une toute petite théière, tellement petite que même si on avait des instruments extraordinaires, on ne pourrait pas la voir. Et comment vous positionneriez-vous? Et souvent, on se dit, en fait, je sais pas, une entité matérielle, je peux pas démontrer qu'elle existe, je peux pas démontrer qu'elle n'existe pas, donc comme d'habitude, je suis un peu neutre, je me mets un peu au milieu. Mais cette théière de Russell, Russell, il dit, mais en fait, vous serez probablement plutôt athéiériste. Vous ne seriez pas agnostico-théiériste, c'est-à-dire que vous ne suspendriez pas votre jugement. Et c'est vrai que ça fait partie de la démarche scientifique. C'est un peu, on ne peut fonctionner qu'avec ce qui est matériel, ce qui laisse des traces sur la matière. Et donc tout le reste est exclu du champ des connaissances. Et c'est pas qu'on dit que ça n'existe pas, c'est qu'on dit qu'on ne pourra jamais rien dire de plus vrai que de faux sur ces entités-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que pour cette théière de Russell, effectivement, la plupart d'entre nous, je pense, mettraient leur curseur c'est vraiment très, 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 très invraisemblable que ça existe. Et pourquoi pour Dieu, on place notre curseur différemment, on le suspend, ou on va le placer vers très invraisemblable ou très vraisemblable. Ça, après, je pense que ça appartient à chacun de s'interroger là-dessus. Mais souvent, on pense que la démarche scientifique ne peut rien dire de l'existence de Dieu. Elle peut dire des choses de l'existence de la théière de Russell. En tout cas, vous connaissez l'anecdote magnifique de la discussion entre Einstein et Niels Bohr. Einstein, Dieu ne joue pas au dé, et Bohr de lui répondre, cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est magnifique.
magnifique. Mais on peut très bien remplacer Dieu par univers. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est ce que faisaient les panthéistes. Ils disaient, après tout, l'univers, c'est une partie de Dieu. Bien sûr. Une dernière chose, on a envie de vous poser 1000 questions, mais on l'a évoqué plusieurs fois, Internet existe, les réseaux sociaux existent. Et tout ça fonctionnant, encore une fois, à des vitesses, on parle, pourquoi pas, du turbo-capitalisme, peut-être pourra-t-on parler un jour des réseaux sociaux turbo, qui fonctionnent à des vitesses folles. Comment faire en sorte, dans ces tuyaux-là, dans ces réseaux-là, de faire apparaître cette posture qui est celle de la temporisation, du doute, de l'analyse critique, de la remise en perspective. Parce que le monde va fonctionner de plus en plus à travers ces systèmes, et dans cette vitesse-là. Bon, je ne sais pas si je parle en mon propre nom. Quand je regarde les réseaux sociaux, alors prenons Facebook, je suis évidemment sceptique par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire, parce que évidemment ce que l'on vend, ce sont nos informations, c'est nous-mêmes. Donc nous sommes la marchandise de ces réseaux sociaux. Donc déjà, d'interroger les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça représente, c'est bien d'en discuter avec les élèves. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le font très bien mieux que moi. Par contre, c'est comment nous, donc la question comment on peut s'en servir. Si vous tapez par exemple sur un moteur de recherche quelque chose comme astrologie, je reprends basiquement cet exemple-là, qu'est-ce que vous allez obtenir comme sites qui sont plutôt critiques par rapport à l'astrologie? En vrai, pas tellement. Donc, les premiers résultats de votre moteur de recherche vont quasiment aller dans le même sens. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas être aussi un endroit où on va véhiculer la critique, et une critique raisonnée, éclairée? Je pense à un site comme Oxbuster qui, quand on va dessus pour déconstruire les rumeurs, va exposer non seulement pas son idée, mais les sources, l'origine de l'information. Vous pouvez aller vérifier et vous pouvez prendre le temps. Et si cette information-là se diffuse sur les réseaux sociaux, c'est en soi un moyen aussi d'y accéder et de faire, comme disait Guillemette avec ses étudiants, allons-y, confrontons les idées, confrontons les arguments. Mais plus je vous écoute et puis je me dis que c'est une vraie bataille politique, mais dans le meilleur sens du mot politique. Comment on partage, encore une fois, l'espace de la cité et comment on essaie d'en donner une lecture construite, enfin articulée. Comment on redonne aussi du pouvoir de décision aux individus. Je veux dire, à partir du moment où la seule solution qu'on a, c'est de faire confiance à des experts, on perd du pouvoir. Se réapproprier une démarche qui nous permet d'aller trier l'information et de choisir, mais je sais pas, parce que tout à l'heure vous posiez une question sur la décision, quelle thérapie je choisis si un jour j'ai un cancer? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la chimio? Est-ce que je vais prendre de la cure breusse? Est-ce que je me tourne vers des médecines dites alternatives? Pourquoi? Comment? Etc. Ça devrait être un choix qui m'appartient. Pourquoi le laisser à un médecin? Enfin, même si j'ai beaucoup de... je trouve que ces choix-là, il faudrait qu'on soit capable de les faire sur des choix politiques, sur des choix économiques, sur des choix scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on va développer telle ou telle partie, telle ou telle technique ou pas d'autre? Je pense qu'à chaque fois, on nous dit non, mais on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas spécialiste. Mais alors, je ne sais pas qui peut décider en fait. Je pense que, alors que franchement, ces méthodes-là nous permettent de nous faire un avis et au moins d'en discuter sur un terrain où la forme de l'argumentation est partagée. Et du coup, on peut changer d'avis si on a tort. Voilà. Je nous renvoie tous vers vous, que ce soit à Marseille, à Grenoble, à Montpellier, dans tous ces domaines universitaires où la zététique se développe, et aussi à Centrale et à Polytechnique, parce que tant qu'Idriss Aberkane est là, la bataille n'est pas perdue. Merci beaucoup. Un petit mot quand même de notre cher Paul Ajac, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour Exil, son émission, qui a été enregistrée au Théâtre de l'Odéon. Elle est consacrée à une belle figure, celle de Kateb Yassine, qui est un écrivain, poète et dramaturge algérien. Et pour parler de son œuvre, Mohamed Kassimi, lui-même écrivain et metteur en scène, sera là, auprès de Paul Ajac. Et les textes de Kateb Yassine seront lus par le comédien Jean-Damien Barbin. Dernière nouvelle du front, vous voulez savoir? Il n'y aura pas eu de 10 sur 10, mais quand même un 9. Je suis assez déçu. Merci à vous tous. France Inter, il est 14h.